Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Bonsoir Michel. Bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Avant le soutien à l'économie avec les mesures qui seront annoncées demain, Nicolas Sarkozy porte secours aux plus démunis. Il annonce une série de mesures à Compiègne. Aujourd'hui, crédits supplémentaires pour les centres d'hébergement et aide aux associations qui distribuent de l'aide alimentaire. Libération de Dany Aigretot en Afghanistan. L'humanitaire français avait été enlevé début novembre à Kaboul. Rachida Dati voit dans l'emprisonnement des 12 ans une mesure de bon sens. Abaisser la responsabilité pénale à cet âge est idiot, réplique l'ancienne ministre socialiste de la Justice Maryse Lebranchu. Les syndicats connaîtront en fin de journée leur popularité auprès des salariés à l'issue donc de cette journée de vote pour les prud'hommes. L'abstention à ce scrutin n'a cessé de progresser ces dernières années. On verra ce qu'il en est cette année. Le débat du 18h avec nos invités, Sonia. Oui, ce soir, autour de l'universitaire André Varinard, auteur du rapport sur la réforme de la justice des mineurs, remis aujourd'hui à Rachida Dati. On reçoit plusieurs élus et responsables d'associations. On parlera bien sûr de la sanction pénale dès l'âge de 12 ans. Est-ce une mesure de bon sens ou idiote et réactionnaire? Et c'est bien sûr avec ce sujet très controversé, avant même la remise de ce rapport, que nous ouvrons le journal. Oui, la commission Varinard, chargée de réfléchir à la réforme de la justice des mineurs, a donc remis ce matin son rapport à la garde des Sceaux. Elle préconise de fixer à 12 ans l'âge de la responsabilité pénale, à partir duquel un mineur peut être incarcéré. Rachida Dati défend une mesure de bon sens. On l'écoute. Dire qu'un mineur d'aujourd'hui peut justifier une sanction pénale à partir de 12 ans me semble simplement correspondre au bon sens. Sanctionner ne veut pas dire et n'implique pas forcément l'incarcération. La sanction n'est pas forcément la prison. Mais les juges pour mineurs doivent pouvoir disposer d'une palette de réponses adaptée à tous les cas. Voilà, et ce durcissement de la justice des mineurs suscite déjà un tollé chez les professionnels et un appel à la grève des éducateurs. Flora Sauvage. Au tribunal pour enfants de Bobigny en Seine-Saint-Denis, l'accueil est plus que réservé face au rapport de la commission Varinard. Jean-Pierre Rosenzweig est juge pour enfants depuis 14 ans de ce tribunal. Il ne comprend pas pourquoi il faudrait réformer l'ordonnance de 1945 qui régit la justice des mineurs. On a une loi qui d'ores et déjà permet des réponses rapides et des réponses fermes. Alors qu'est-ce qu'on veut de plus? Est-ce qu'effectivement on veut plus de répression encore? Je crois que c'est le discours qui est dominant. Il consiste à dire les jeunes ne sont pas suffisamment punis et pas suffisamment tôt. Et toutes les mesures qui sont mises en œuvre dans la commission Varinard, ou qui sont préconisées par la commission Varinard, consistent effectivement à dire il faut des réponses plus claires et plus fermes, y compris sur le plan idéologique. Ne parlons plus de mesures éducatives, parlons de sanctions éducatives, ne parlons plus d'enfants, parlons de mineurs. Chez les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, les 70 propositions de la commission Varinard suscitent l'inquiétude. Il y a une logique extrêmement forte qui est une logique régressive de fait par rapport à ce qui constituait le fondement de l'ordonnance de 45, à savoir la primauté de l'éducation sur la répression. C'est vrai que la mesure emblématique qui est préconisée de pouvoir incarcérer des enfants de 12 ans en matière criminelle est une mesure extrêmement parlante de la volonté qui s'exprime. Pour la ministre de la Justice, Rachida Dati, un mineur a besoin d'autorité. Fixer la responsabilité pénale à 12 ans correspond à la moyenne appliquée par nos voisins européens. Et toujours à propos de ce climat sécuritaire, le ministre de l'Éducation nationale a dû réagir aujourd'hui à l'interpellation d'un sénateur. Oui, c'est après l'émoi suscité dans le Gers par une descente de gendarmerie dans un collège qui était présenté comme une opération de prévention contre la drogue. Xavier Darcos a dû s'expliquer sur la méthode utilisée. Il faut dire que des enfants ont été fouillés et leurs cartables reniflés par des chiens. On écoute Xavier Darcos. L'inspecteur d'académie du Gers a été convoqué ce matin par mon cabinet. Il est à Paris. Nous essayons de comprendre exactement comment les choses sont déroulées. C'est une décision de justice qui a entraîné l'intervention de la gendarmerie. Nous essayons de comprendre et bien entendu, pour ce qui est de ma responsabilité, je donnerai toutes les explications nécessaires. Voilà, Xavier Darcos qui manifestement n'avait pas tous les éléments d'information sur ce qui s'est passé dans ces établissements du Gers. La nouvelle première secrétaire du Parti socialiste donne sa feuille de route aux élus. Oui, après les députés hier, les sénateurs socialistes aujourd'hui, au cours d'un déjeuner, Martine Aubry a rappelé son discours d'unité, sa consigne, que le PS redevienne une force de proposition et d'opposition.
La longue nuit des élections prud'homales, c'est ce soir très tard, même demain matin, que les syndicats seront fixés sur leur audience auprès des salariés. Oui, c'est le jour J pour les syndicats. Près de 20 millions de salariés et employeurs ont voté aujourd'hui pour et continuent de voter pour les élections prud'homales. Des élections très attendues par les syndicats qui souhaitent évaluer leur poids sur l'échiquier social. On regarde ce reportage d'Henri Bouvier et d'Élodie Lemahou. 9 Français sur 10 reconnaissent l'utilité des prud'hommes. Pour les salariés présents ce matin dans les bureaux de vote, venir déposer le bulletin dans l'urne était tout simplement une évidence. Aujourd'hui, c'est vraiment important, vu la situation économique. On a le droit de vote et c'est bien de s'exprimer. Je l'aurais fait par Internet si je n'avais pas oublié de voter par Internet. Que ce soit un salarié de base ou un cadre supérieur, on peut toujours avoir un problème. Et je crois que les gens n'en sont pas très conscients. L'abstention n'a cessé de progresser depuis l'instauration de cette élection en 1979. Elle est même passée de 36 à 67%. La généralisation du vote par correspondance et l'expérimentation du vote électronique à Paris devraient permettre cette année de soutenir un peu la participation. À la mi-journée, elle était d'ailleurs légèrement en hausse. Mais pour la CFDT, la solution passe par un changement de l'organisation du scrutin. Il est très difficile de venir voter, il faut trouver le bureau de vote, c'est quand même plus simple de voter dans les entreprises. Une possibilité qui existe déjà dans certaines grandes entreprises. Avec ces élections, la CGT espère conserver sa place de premier syndicat français. En 2002, elle avait obtenu 32% des voix devant la CFDT, premier syndicat chez les cadres et Force ouvrière. Depuis que les élections prud'homales existent, nous avons constaté de légers tassements à l'occasion de ces différents rendez-vous. Si l'influence de la CGT progressait, ce serait un retournement de situation et de tendance, ce qui serait naturellement un signe tout à fait clair au gouvernement. Les résultats seront connus ce mercredi soir. Ils constitueront une indication précieuse pour les syndicats avant l'entrée en vigueur de la réforme des critères de représentativité syndicale. Nicolas Sarkozy était à Compiègne aujourd'hui. Il a visité notamment une épicerie sociale et il a présenté de nouvelles mesures pour lutter contre la pauvreté. Oui, alors qu'un SDF a été retrouvé mort hier dans la tente où il vivait près du Havre, bien Nicolas Sarkozy a annoncé que 160 millions d'euros allaient être alloués par l'État pour l'amélioration des centres d'hébergement et pour encourager ainsi les SDF à s'y rendre. Et puis, cette question dans la crise, la modernisation de l'État est-elle freinée par la crise économique et financière ? Bien, elle devait provoquer un Big Bang administratif et réduire drastiquement la dépense publique, mais la réforme de l'État a, semble-t-il, du plomb dans l'aile. Le ministre du Budget, Éric Woerth, a présenté aujourd'hui un rapport d'étape. Une partie des réformes, peut-être, risque de passer à la trappe. Emmanuel Kessler, c'est bien ça ? Pendant la crise, les réformes continuent, affirme pourtant Éric Woerth, le ministre du Budget, en présentant ce bilan d'étape d'un peu plus de 300 mesures. Selon Bercy, il y a 70% de feux verts. C'est ce qui marche, ce qui a été réalisé, comme la fusion entre les impôts et la comptabilité publique. 15% de feux orange, qui est en cours de réalisation, et 15% de feux rouges, qui coincent, qui bloquent, par exemple, la privatisation du parc d'automobiles des administrations. Mais c'est vrai, derrière ce bilan flatteur, il y a des failles. D'abord, 8 milliards d'économies attendues d'ici 2011 qu'il faut maintenant mettre en balance avec les 20 milliards de dépenses nouvelles que va annoncer Nicolas Sarkozy pour son plan de relance. Et puis ensuite, il y avait la prochaine étape de la réforme qui va rester en attente, celle qui devait s'attaquer à l'examen des dépenses sociales pour y trouver de nouveaux gisements d'économies. Mais vous vous souvenez déjà du tollé qu'avait provoqué l'affaire de la carte famille nombreuse. Alors, a fortiori maintenant, en pleine crise, quand le chômage remonte, c'est difficile d'aller s'attaquer aux allocations familiales ou à l'assurance maladie en essayant de les remettre à plat. Bref, la suite de la revue générale des politiques publiques, comme on l'appelle, risque fort de ressembler à une ligne de point de suspension. Merci Emmanuel Kessler. Bonne nouvelle en Afghanistan, l'otage français, l'humanitaire qui avait été enlevé au début du mois dernier a été libéré. Oui, il s'agit de Dany Egroto, enlevé début novembre à Kaboul. On se souvient que dans une vidéo transmise par ses ravisseurs, bien l'humanitaire français implorait que l'on vienne à son secours. Le canon d'une arme pointé de chaque côté de son visage. Il est donc libéré aujourd'hui. La suite du 18h tout de suite avec notre débat. Faut-il sanctionner pénalement les mineurs dès l'âge de 12 ans ?
Voilà, plusieurs invités sont avec nous, mais nous avons déjà 2 sénateurs. En attendant l'auteur de ce rapport controversé qu'il a remis aujourd'hui donc à la ministre de la Justice, l'universitaire André Varinard, qui sera avec nous dans quelques instants. Avec nous, Jean-Claude Perronnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste, vous avez participé aux travaux de cette commission. Avec nous également, François Zocchetto, bonsoir, sénateur centriste. Vous aviez commencé par collaborer aux réflexions de cette commission. Oui, c'est un sujet très important. Donc j'ai suivi les travaux, mais je n'ai pas pu participer semaine après semaine aux auditions. Alors, est-ce une mesure de bon sens, comme dit Rachida Dati, que cette responsabilité pénale dès l'âge de 10 ans, ou est-ce idiot, réactionnaire? Idiot, c'est le mot de Marie-Lise Lebranchu, qui fut la ministre socialiste de la Justice. 12 ans. C'est pas bête, idiot, de dire idiot. Non mais la mesure, comment vous la jugez-vous? Idiote, donc. D'abord, je trouve que c'est une mesure assez stupide, dans la mesure, en effet, où elle cache l'essentiel de cette commission qui a des aspects extrêmement positifs. Et donc pour 20 gamins, en réalité, pour une vingtaine de gamins qui sont concernés, on masque tout le travail de la commission qui n'est pas du tout dans cet esprit-là. Quels sont les aspects positifs, justement? Dont on parle pas ou peu. L'aspect politique, c'est l'aspect sécuritaire, c'est tout ce qui les peines planchers, etc. Et puis les déclarations de ce matin de M. Lefebvre, qui dit il faut revoir et de nouveau le comportement des enfants dès l'âge de 3 ans. Enfin, franchement, on est dans un esprit qui n'a pas été du tout celui de la commission, et je veux dire que cet esprit-là dénature l'ensemble, quoi. Et notamment cette mesure-là, qui est une mesure phare, et qui a été d'ailleurs relevée essentiellement par les journalistes. François Zocchetto, c'est une mesure idiote, réactionnaire? J'ai un regard un peu plus extérieur sur les travaux de la commission, et je pense en effet que les conclusions sont très équilibrées et très intéressantes. Et je ne comprends pas cette levée de bouclier et de protestation immédiatement concentrée sur une des propositions de la commission. C'est pas n'importe quelle proposition. Bien sûr, mais il y a 70 propositions. Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. On peut discuter de l'âge de la responsabilité pénale. Est-ce que c'est 12 ans, est-ce que c'est 13 ans? Moi, à titre personnel, il me semblait que l'âge de 13 ans ne générait pas de difficultés particulières. Mais il y a d'autres choses importantes, par exemple, le fait que la commission Varinard recommande de fixer dans la loi à 18 ans l'âge de la majorité pénale me paraît être une avancée importante, car aujourd'hui, la loi française ne dit pas spécifiquement que l'âge de la majorité pénale est à 18 ans. Voilà, André Varinard qui fait son entrée dans ce studio, qui nous rejoint. Merci d'être là. Nous avions commencé, bien sûr, à débattre de la mesure tant controversée. Nous disions que Rachida Dati disait que cette responsabilité à 12 ans était une mesure de bon sens. Est-ce que vous reprenez la formule vous-même? S'agissant de la responsabilité pénale, je voudrais tout de même insister sur le fait que c'est un progrès considérable dans notre droit. Est-ce que l'on sait aujourd'hui qu'un mineur de 10 ans est responsable pénalement et qu'il peut effectivement être sanctionné? On n'a jamais vu d'enfants de cet âge-là en prison. Mais je n'ai jamais parlé. Vous liez responsabilité pénale et emprisonnement, ce qui n'a strictement rien à voir. Mais là, la question, c'est bien l'emprisonnement, l'incarcération des enfants à partir de 12 ans qui demain serait permise, nous dit-on. Alors expliquez-vous sur ce point. Je m'explique très facilement. D'abord, j'aimerais qu'on se reporte à la proposition. La proposition, elle est libellée de la façon suivante. Impossibilité d'emprisonner des enfants de moins de 14 ans. Or, aujourd'hui, un enfant peut être emprisonné à partir de 13 ans. Aujourd'hui, il y a 3000 enfants qui ont été condamnés en 2007, non pas à une peine d'emprisonnement évidemment, mais qui auraient pu être emprisonnés. Aujourd'hui, un juge des enfants, pas un juge des enfants, un tribunal des enfants qui le souhaiterait, pourrait parfaitement, pour un vol de carambar, envoyer pour 15 jours en prison un enfant de plus de 13 ans. Nous avons pensé que c'était un âge beaucoup trop bas et qu'il fallait au contraire le reporter à 14 ans. Et nous avons d'ailleurs affirmé, au titre des principes liminaires, conformément aux conventions internationales, que la peine d'emprisonnement devait être une mesure exceptionnelle. C'est ça l'esprit du rapport. Et ensuite... Vous estimez qu'on dénature votre rapport dans tous ces débats qui, effectivement, nous occupent avant même votre remise aujourd'hui solennelle de vos travaux à la ministre? Je parle sous le contrôle de 2 membres de la commission. Effectivement, on a, tout au cours de ces travaux, insisté sur le fait que l'emprisonnement, c'est l'ultima ratio, c'est-à-dire la mesure que l'on doit utiliser qu'en dernier ressort. Et nous avons donc pensé qu'il était important
de remonter l'âge où on peut emprisonner les mineurs, c'est-à-dire 14 ans, avec une exception, mais qui n'a pas fait l'objet de difficultés dans le cadre de la commission, parce qu'elle nous est apparue possible, mais simplement possible. C'est-à-dire, comme nous faisions la responsabilité à partir de 12 ans, il était possible de dire entre 12 et 13 c'est pas possible, et puis entre 13 et 14 c'est possible. Il nous a pensé plus rationnel de laisser au juge la possibilité éventuellement à 12 ans de décider d'une peine d'emprisonnement, qu'il s'agisse d'une détention provisoire ou qu'il s'agisse d'une mesure d'incarcération. Mais concrètement, André Varin, donc un enfant, un mineur de 12 ans qui commet un crime aujourd'hui peut se retrouver, probablement se retrouver derrière les barreaux. D'abord, essayons de relativiser et de quantifier. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si je regarde les statistiques sur 10 ans, il y a à peu près 15 mineurs en moyenne qui font l'objet d'une condamnation pour crime chaque année. Oui. C'est-à-dire que pour ces 15 mineurs, un juge de la détention et de la liberté aurait pu se poser cette question. Est-ce que, dans le cas par exemple d'un homicide, imaginez un homicide commis par un enfant de 12 ans, ça s'est produit la semaine dernière, même si dans un collège, même si le petit camarade n'a pas été tué. Imaginez que cet enfant de 12 ans commette un homicide, de 13 ans au moins, commette un homicide. Et que ce soit la petite voisine, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas quelques problèmes à ce que cet enfant se retrouve le soir même, là, à côté de la maman qui aurait eu son... Moi, je pense que dans un cas comme ça, il est possible d'imaginer qu'un juge... l'enfermer pour autant ? J'ai pas dit qu'il fallait l'enfermer, j'ai dit qu'il fallait... Mais il ne s'agit pas de l'emprisonner, il s'agit en fait... Quel type d'incarcération est-ce que vous proposez ? Il suffit de pas la prison telle qu'on la connaît aujourd'hui, des structures nouvelles. Mais on peut imaginer une structure nouvelle, un CES. Mais je voudrais tout de même rappeler qu'aujourd'hui, il y a des mineurs de plus de 13 ans, entre 12 et 13, il n'y a tout de même pas un gap énorme. Ce que je voudrais, c'est insister sur le fait que, alors qu'effectivement nous laissons cette possibilité à des magistrats spécialisés, on leur a conscience de dire peut-être dans ce cas-là exceptionnel, il faudrait une incarcération. C'est peut-être un mineur, 2 mineurs par an. Alors que nous empêchons, ou plus exactement, nous supprimons la possibilité pour 3000 mineurs éventuellement d'être emprisonnés. Vous n'avez pas l'impression de participer à un mouvement sécuritaire ? Demandez à M. Perronnet. On leur donne la parole. Non, vraiment. Enfin, moi, il y a 2 mesures sur lesquelles je n'ai pas voté, vous le savez. Tout à fait. On a dit qu'elles avaient été votées à la majorité. Les 68 autres ont été votées à l'unanimité. Quels sont les deux donc qui font les 12 ans, qui posent problème pour vous ? Les 12 ans et la création d'un tribunal correctionnel spécial. Les 12 ans ont été votés à la majorité, à l'unanimité. Alors vous avez voté ou vous n'avez pas voté ? À l'unanimité, monsieur le sénateur. Perronnet, vous avez voté ou non ? J'étais pas là le jour du vote. Vous n'auriez pas voté ce jour-là ? J'étais là à 80% des séances, mais j'aurais pas voté à l'unanimité cette mesure. Les absents qui auraient pu voter ce jour-là, ce que je voudrais dire, c'est que le climat, effectivement, n'était pas du tout sécuritaire, alors qu'il nous avait semblé que la feuille de route l'était un peu, monsieur le Président. Oui, non, mais la feuille de route... Parce que vous êtes débordé par la ministre. Et que... Moi, je n'ai pas du tout le sentiment d'être débordé par la ministre. Il y a des mesures extrêmement positives. J'en prends une. L'affaire de la césure est une affaire très positive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un gamin qui a commis un délit sera d'abord face au juge qui prononcera sa culpabilité ou pas, et 6 mois après, ou dans les 6 mois, il saura la peine qui lui est appliquée. Ça veut dire que pendant 6 mois, on va pouvoir le juger, on va pouvoir voir sa personnalité, le juger, psychologiquement, l'évaluer, voir son évolution, voir sa prise de conscience, etc. Je veux dire que c'est une mesure tout à fait intéressante et importante, beaucoup plus importante en fait que les autres, et qui est plus dans l'esprit des débats. L'état d'esprit de la Commission est très bien résumé dans son préambule, puisque vous rappelez, premièrement, que des mineurs ne pourront être déférés que devant des juridictions pour enfants, alors que certains souhaiteraient que certains mineurs puissent être déférés devant des juridictions de droit commun. Donc je trouve que c'est une affirmation importante. Et la deuxième, c'est que vous rappelez que les mineurs ne peuvent faire l'objet que de mesures de protection, d'éducation et de réforme, avec quelques cas exceptionnels dans des circonstances d'extrême gravité. Je trouve aussi très intéressant la proposition faite par la Commission de distinguer le cas des mineurs de 16 ans à 18 ans qui seraient en état de récidive, ceux qui sont devenus majeurs au moment de leur jugement, ou ceux qui ont commis des faits avec des majeurs. Car c'est normal que le traitement ne soit pas le même que celui qui est réservé à ceux qui ont moins de 16 ans ou qui sont en état de première infraction.
Alors, André Varinard, juste une question. Je pourrais simplement ajouter quelque chose. Ce tribunal correctionnel, qui a été, je le dis, la disposition la moins consensuelle, puisque c'est une des deux à avoir été à la majorité. Elle concerne également une chose que l'on ne dit pas et qui pourtant m'apparaît fondamentale, c'est les mineurs, c'est les majeurs de 18 à 19 ans. Chacun sait aujourd'hui qu'un jeune majeur, lorsqu'il est renvoyé pour la première fois devant une juridiction de droit commun, donc pour majeur, et que les juges constatent un casier judiciaire long, vous le savez, avec 2 rallonges, et qu'ils constatent qu'il a été condamné avec sursis et que après ça a été un mois d'emprisonnement. Si on faisait des statistiques, on s'apercevrait que souvent la peine est extrêmement lourde. Moi, j'ai souhaité que pour ce type de jeunes majeurs, qui quelquefois sont une phase de dégressivité, c'est-à-dire où le juge des mineurs commence à dire mais peut-être que ça va s'arranger, et qui ont été surpris à 18 ans et demi avec un joint ou avec une barrette de shit, etc. Et qui brutalement vont se retrouver devant un tribunal pour majeur et qui vont payer d'un seul coup... Vous êtes pour un droit à l'oubli ? Mais bien entendu, sur un droit à l'oubli. On oublie de parler, par exemple, du dossier de personnalité unique, qui est une mesure fondamentale, qui a été réclamée pratiquement par tous les juges depuis des années. On souhaite que dès qu'un mineur est judiciarisé, c'est-à-dire lorsqu'il est renvoyé pour la première fois devant le juge des enfants, on constitue un dossier de personnalité, c'est-à-dire un dossier dans lequel on va retrouver toutes les expertises qu'il aura pu avoir, toutes les mesures d'investigation, les alternatives aux poursuites qui auront pu être prises contre lui, et qui va le suivre, si vous voulez, mais tout simplement le but qu'il ne soit pas jugé sur un acte, mais jugé sur son évolution et sur son parcours personnel. C'est une chose qui est absolument fondamentale. Aujourd'hui, un mineur, il va être jugé à Bobigny, à Nanterre, à Paris. On va constituer 3 dossiers dans lesquels on va prendre des mesures qui vont s'enchevêtrer, etc. Là, avec la numérisation, on aura la possibilité de suivre ce mineur et de le condamner en fonction de sa personnalité. Oui. André Varinard, on l'a bien compris, la prison à 12 ans, c'est dans des conditions, dans des circonstances exceptionnelles. Mais si un mineur de 12 ans se retrouve en prison, juste une question, est-ce que pour vous c'est une sanction juste et légitime ou est-ce qu'elle va surtout servir d'exemple, c'est une valeur d'exemple pour toute la jeunesse? Mais non, elle n'a aucune raison de servir d'exemple, elle ne peut pas servir d'exemple. C'est l'hypothèse où on estimerait, ou des juges, et je vous rappelle qu'un tribunal pour mineurs, il est composé d'un magistrat spécialisé et de 2 assesseurs qui sont comme vous et moi, déciderait que dans un cas tout à fait particulier d'un crime horrible, il faudrait éventuellement prononcer une sanction d'emprisonnement, parce que vous savez, il y a beaucoup de pédopsychiatres qui considèrent, et on en a entendu un certain nombre, qui considèrent que si on n'arrête pas certains mineurs assez rapidement, ils ont toutes les raisons de devenir ensuite des majeurs délinquants. Alors moi je dis, peut-être cette mesure n'est pas bienvenue. En tout cas, si le législateur, dans sa sagesse, décidait qu'au fond, en dessous de 14 ans, aucune peine d'emprisonnement ne peut être prononcée, très honnêtement, ça ne me poserait, alors, en toute conscience, aucun problème. Alors, vous avez réfléchi, c'était votre mission sur la répression. Qu'est-ce que vous dites sur la prévention et l'éducation? Alors, l'éducation, elle est présente, mais non seulement en filigrane, mais elle est nécessairement présente puisqu'on affirme un principe fondamental. On éduque d'abord, on prononce des sanctions éducatives et la peine ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire. C'est-à-dire si les juges considèrent qu'elle n'est pas suffisante. Les 70 propositions du rapport, vous les prenez, à part les 4 ou 5 qu'on a extraits, honnêtement, elles sont dans cet esprit. Et encore une fois, je parle sous le contrôle de M. Perronnet. Il prend la parole, M. Perronnet, sénateur socialiste. Je veux dire que pour l'essentiel, il y aura un code dédié, hein, et l'essentiel, enfin tous les grands principes qui se trouvent dans l'ordonnance de 45 se retrouvent là. Hein. Totalement et avec la primauté de l'éducatif et avec effectivement le caractère subsidiaire de la peine. Donc, je veux dire que de ce point de vue, il n'y a pas du tout ce qu'on a. Alors, comment vous expliquez la polémique aujourd'hui? Tout le monde a l'air de dire que c'était déjà... Moi, j'ai une opinion. Je pense que c'est une fuite qui est venue de la chancellerie parce que ça l'arrange. Allez plus loin. Non, mais c'est mon opinion. J'ai aucune preuve. Hein. Mais je veux dire que ça l'arrange parce que ça donne à la chancellerie l'impression qu'elle a mis en place une commission qui a durci la législation sur les mineurs. On n'est pas à la législation. Ce n'est pas ce que la ministre a dit aujourd'hui. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Mais je suis. Varinard avec la ministre sur ce thème-là, sur le thème, attention, là, vous dénaturez mes travaux. Pas du tout. Je n'aurais pas accepté, je n'ai pas accepté que le rapport puisse être remis avant qu'il ait été soumis à l'ensemble de la commission, et je n'ai eu évidemment aucune pression, c'est en toute liberté, je suis un universitaire, et je crois que tout le monde peut le dire que j'ai présidé cette commission. Les conclusions, elles sont celles des commissaires. Est-ce que vous vous êtes dit quand même, quand vous vous êtes emparé de ce sujet, avec les magistrats, les sénateurs, les députés qui étaient autour de vous, oh là 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 là, je m'aventure sur un terrain à haut risque qui pourrait faire l'objet de bien des récupérations politiques?
Que ce soit un sujet polémique, je l'ai dit dans mon discours lors de l'installation de la commission, je l'ai redit ce matin. Ouais, alors quand vous avez pris des garanties, vous avez mis des garde-fous, Moi, je n'ai mis aucun garde-fou. J'ai travaillé avec des commissaires que j'ai écoutés, qui ont dialogué, et on s'est mis d'accord sur le meilleur projet possible. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment, ce n'est pas possible de réduire l'important travail qu'a produit la Commission à des questions de tactique. Parce que on peut, alors, vous pouvez dire la garde des Sceaux a fait ceci, mais on pourrait dire aussi, il y a certains syndicats qui ont fait d'autres choses. Non, Monsieur Varina ne peut pas être pris en otage de cette façon. Son travail dépasse largement ces questions de tactique. Regardons vraiment ce rapport sur la question de l'éducation. Il y a par exemple une proposition très intéressante qui est faite, c'est de dire que lorsque le mineur prend l'engagement d'être rescolarisé, et qu'il donne des gages de ce côté-là, eh bien, il y a une alternative aux poursuites. Et les poursuites peuvent être abandonnées. Ça, c'est du concret. On ferait mieux de regarder les 70 points concrets du rapport, plutôt que d'engager des polémiques qui reposent sur des... On continue sur ce point-là. On a déjà abordé d'autres mesures qui vont dans le sens... d'aménagement de la peine à tous les stades. Elles sont nombreuses, mais une question peut-être... La déjudiciarisation, par exemple. Puisqu'on dit qu'on veut tout pénaliser. Une des premières propositions a été de dire, dans beaucoup de pays, européens notamment, on communautarise un peu la délinquance des mineurs. C'est-à-dire qu'on considère que c'est pas seulement l'affaire de la justice, mais que c'est de l'affaire de la société civile tout entière. On propose donc que lors d'une première infraction de peu de gravité, par exemple le vol de carambar à l'épicier du coin, je reprends cet exemple parce qu'il nous a été donné très souvent, ou tout simplement la bagarre dans la cour de récréation. Aujourd'hui, tout est renvoyé devant le juge. Or, il peut apparaître intéressant que la société civile, par le biais notamment des conseils locaux de prévention de la délinquance, puisse prendre en charge cette première infraction et effectivement éviter le premier contact avec le juge. C'est quelque chose qui nous apparaît fondamental. Il faut quand même rappeler que 75% à peu près des mineurs qui ont un contact avec la justice des mineurs ne récidivent pas. On les revoit jamais. André Varina, on vous a bien entendu expliquer la plupart de vos mesures, mais concrètement, pour l'éducation que vous mettez en avant, qu'est-ce que vous avez proposé à la ministre de la Justice? Nous avons proposé tout simplement de reprendre la totalité du système qui est mis en place. L'ordonnance de 1945 présentait cet avantage, et à l'époque c'était révolutionnaire, de dire que le mineur, plutôt que de le condamner pénalement, il fallait essayer de trouver des sanctions qui étaient de nature à le modifier. Mais c'est par exemple la réparation de l'infraction pour la victime, qu'elle soit réalisée dans le cadre des alternatives, qu'elle le soit au contraire dans le cadre d'une mesure prise par le juge. C'est-à-dire qu'on va essayer d'éduquer. Une mesure essentielle, qui est une mesure de suivi éducatif, qui avait une enveloppe qui permettra au juge de dire à l'intérieur, voilà ce que je propose. Alors je propose par exemple qu'effectivement il y ait une rescolarisation. Je propose que ce mineur il ait des activités de jour. Ou je propose, parce que c'est quelqu'un qui commence à se droguer, qu'il y ait une expertise faite par un médecin, etc. Vous demandez également que les travaux d'intérêt généraux puissent être multipliés. Absolument. Ça c'est quelque chose qui était susceptible d'être mis en cause. Il y avait ça. Il y a la proposition de confiscation aussi de certains biens qui peut avoir des vertus pédagogiques. Oui, par exemple, un mineur, il a je sais pas, des jeux vidéo ou quelque chose. On a emprunté ça au système italien. Parce que les Italiens qui ont un système qui est très peu répressif considèrent que, par exemple, la confiscation d'un objet qui n'a aucun lien avec l'infraction, mais auquel le mineur est très attaché, peut avoir un impact sur le mineur. Donc on essayait de trouver toutes les mesures qui permettraient d'éviter l'emprisonnement. Et si vous me permettez, l'une des mesures aussi qui a été reprise, l'emprisonnement de week-end. L'emprisonnement de week-end, c'est un système allemand. Quel est son objectif? C'est la colle? Non, c'est tout, exactement, mais c'est d'éviter une déscolarisation. C'est-à-dire qu'on va utiliser la prison pour lui dire, voilà ce que c'est, tu veux vraiment y aller? C'est ça le dialogue entre le juge et le mineur. Tu veux vraiment y aller? Eh bien, pendant 2 week-ends, tu vas être emprisonné. Et il paraît qu'en Allemagne, encore une fois... Quand il va sortir de ce week-end et qu'il va retourner à l'école, etc., quel impact ça peut avoir tout simplement, peut-être de réinsertion Peut-être tout simplement, c'est pas un problème de réinsertion, peut-être tout simplement, si on l'utilise... Mais ça n'a jamais eu de colle, c'est pour ça. C'est peut-être... Ça n'a pas d'impact. C'est peut-être tout simplement pour un mineur qui en est à sa 15e, 20e infraction. Allez devant un tribunal pour mineurs et vous vous apercevrez que quand on utilise la peine d'emprisonnement, c'est quelquefois que le mineur est passé 15 fois devant le juge. Donc, moi je dis, eh ben peut-être que la 16e, avant de l'envoyer en prison,
Si on lui disait simplement tu vas aller 2 week-ends en prison, c'est mieux que de l'envoyer en prison pour 1 mois. Il y a une question et même une polémique qui demeure, c'est sur les chiffres de la délinquance. Parce qu'on nous dit, là, la réalité sociologique, c'est qu'il y a une augmentation de la délinquance, et notamment parmi les plus jeunes. Mais ces chiffres sont aussi contestés. Pas cela. Il est incontestable que depuis une dizaine d'années, et même depuis un peu plus, les mineurs de 10 à 13 ans, mais surtout les mineurs de 12 à 13 ans, ce qui explique le choix de 12 ans, c'est que de 12 à 13 ans, en gros, sur les 10 dernières années, ont augmenté à peu près de 70%. C'est-à-dire que on a une augmentation de la délinquance. Globalement, il est tout à fait exact que le nombre de mises en cause, aujourd'hui, est à peu près stable et se situe à 18% de l'ensemble des mises en cause. C'est tout à fait exact. Mais je voudrais faire remarquer qu'il y a plutôt une diminution depuis 2002. Alors j'aimerais peut-être que les gens s'interrogent, puisque les lois de 2002 et de 2007 sont des lois particulièrement contestées. Or, peut-être que, effectivement, la crainte d'une sanction un peu plus importante, elle a un certain caractère dissuasif. Il faudrait savoir ce que l'on veut. Il ne faut pas à la fois dire que la délinquance n'augmente pas. Je n'ai pas les chiffres en tête, je ne les ai pas comptés. Les chiffres sont quand même très contestés. Les sociologues les contestent beaucoup. Je n'ai pas les chiffres, je ne les ai pas pris. Mais ils sont très contestés. Vous savez très bien, il ne s'agit pas de dire que la délinquance augmente. Tout le monde est d'accord et je peux même vous donner toute une série d'articles dans lesquels on dit qu'il y a une forme de consensus sur le fait qu'aujourd'hui, la délinquance des mineurs n'augmente pas. Sauf pour les très jeunes, effectivement. Et tout le monde le regrette. C'est tout. Très bien. Globalement, il n'y a pas d'augmentation de la délinquance. Non, absolument, mais c'est tout à fait exact. Je crois qu'on a fait le point sur les travaux. C'est un rapport plutôt favorable de mon côté. Ça n'est pas la loi. Ah ben bien entendu. Bien sûr. C'est exactement ce que j'ai dit ce matin, monsieur le sénateur. Très bien, merci en tous les cas d'avoir participé à ce débat pour aller effectivement plus loin que la polémique qui s'affiche à la une de tous les journaux. Puisque nous avons 2 élus avec nous ce soir, nous allons leur poser la question que nous posons régulièrement à nos invités concernant la crise dans vos départements. La crise, comment ça va chez vous? Alors, nous commençons avec vous, monsieur Perronnet. Ça va pas très bien. Racontez-nous. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une crise agricole avec beaucoup de difficultés en matière d'élevage, en particulier ovin, mais aussi bovin. Et puis il y a une crise sur l'ensemble du tissu industriel. Alors, nous avons beaucoup de petits sous-traitants de l'automobile en particulier. Alors ils sont touchés comme est touché l'automobile. Puis nous avons par ailleurs des produits qui sont des produits de luxe. La porcelaine et autres. Vous imaginez que dans le contexte actuel, elle a quelques difficultés. Bref, tous les secteurs sont touchés et on a des secteurs comme le Grand, par exemple, les basses tensions. Évidemment, il est fortement touché par la diminution des travaux de bâtiment. Avec cette grande inquiétude, c'est qu'un certain nombre d'entreprises qui étaient autrefois des entreprises familiales sont devenues des entreprises contrôlées par des financiers. Avec donc cette course vers le profit qui était très préoccupante, mais qui le demeure. Et notre crainte, en dehors des difficultés ponctuelles, du chômage éventuel partiel, qui est partiel ou pas, qui se profile, c'est qu'on profite de cette situation pour délocaliser. Et on voit un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de produits, par exemple, électriques de ce type, qui sont fabriqués en Roumanie, ou en Bulgarie, ce qui n'est pas nécessaire. Voilà donc pour Limoges et toute sa région. Et pour vous, François Zocchetto. Je suis sénateur de la Mayenne. Oui. Je pense que les crises sont largement liées à des anticipations. Et donc il faut être très prudent lorsque l'on dit quelque chose concernant la crise. C'est une crise financière qui est exportée, qui nous vient des États-Unis, il faut se rappeler, et qui, a priori, n'avait pas de raison de déboucher sur une crise de la production. Sauf que les mécanismes financiers de spéculation sont tellement imbriqués maintenant, ne serait-ce que par les investissements qu'ont fait les fonds d'investissement dans les PME, que chacun le ressent. Et sans m'être concerté avec mon collègue, je pense aussi à 2 secteurs qui sont déjà touchés. C'est bien sûr le secteur de l'automobile avec les sous-traitants. En Mayenne, il y a de nombreuses entreprises, des grosses PME qui travaillent pour l'industrie automobile. Et pendant le mois de décembre, ils ne travailleront pas.
Alors bien sûr, les gens seront payés parce qu'ils seront en RTT ou en congé payé, mais ça ne peut pas durer très longtemps. Et le deuxième secteur, et je pense que c'est pas toujours su, c'est le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et là, c'est un problème qui est plus spécifiquement français. Et donc dont on devrait s'occuper un peu plus vivement. C'est le problème de la répartition de la valeur ajoutée et des marges entre le producteur, l'industriel agroalimentaire et la grande distribution. Moi, je demande depuis longtemps la création d'un observatoire des marges pour savoir où passe l'argent, parce que le prix au producteur baisse, oui. L'industriel serre ses marges, et le prix en linéaire pour le consommateur ne baisse pas. Donc l'argent doit bien passer quelque part, et ça c'est un problème que nous devrions traiter en interne, en France. Très bien, merci beaucoup à tous. Donc, de ces points de vue, de nous avoir rapporté la situation localement dans vos départements. Comment ça se passe? La crise. Et tout de suite, vous restez avec nous, Les Pieds sur Terre, présenté par Emmanuel Ménage. Et ensuite, à 18h45, Jeu de dames. Brice Hortefeux, le ministre de l'Immigration, sera votre invité, Sonia, oui. Avec Perrine Tarnot et Hélène Risser. Jeu de dames, bonsoir, à demain. Bonsoir.